Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens, ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez ? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? Alors, c'est pour quand ? Salut, je suis Octavia. Dans le podcast Alors, c'est pour quand ? On s'adresse aux indécises, à celles qui ne désirent pas, à celles qui n'ont pas pu, à celles qui ont fait trop tard ou toutes seules. Nous parlons des questions de maternité. J'échange avec des femmes qui ne rentrent pas dans les cases, des femmes libres qui, à travers leurs histoires et leurs témoignages, nous permettent de briser les tabous. Imaginez, vous rencontrez votre partenaire, la personne de votre vie, le coup de foudre. S'ensuivent de belles années de joie, couronnées par un beau mariage entouré de tous vos proches. Et puis, pour concrétiser cet amour si fort, vous décidez d'avoir un enfant. La grossesse et l'accouchement se passent dans les meilleures conditions possibles. Mais là, patatras, rien ne se passe comme vous l'imaginez. Épuisé, sursollicité, stressé et faisant face à une charge mentale de l'espace, vous en arrivez à regretter votre vie d'avant, celle où vous étiez libre de votre temps et de vos choix, quand l'improvisation était encore votre meilleur mantra. Pour parler de manière un peu plus approfondie de ce sujet, je reçois aujourd'hui Astrid Hureau de Ligny, une femme qui a osé prendre la parole alors qu'elles sont nombreuses, les injonctions au silence en la matière. D'ailleurs, Astrid, tu l'écris dans ton livre, nous vivons dans une société qui attend des mères que nous soyons parfaites, que nous aimions ce rôle plus que tout, que nous taisions les petits désagréments qui surviennent avec la maternité. Une société qui nous rabâche qu'avoir un enfant est la chose la plus merveilleuse au monde. Alors, de quoi nous plaignons-nous ? Astrid, bonjour. Salut Octavia. Je te remercie beaucoup pour ta présence dans le podcast Alors c'est pour quand ? Et pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Astrid, comme tu l'as bien dit. J'ai 38 ans. J'habite à Montréal depuis 16 ans. Je suis mariée depuis 9 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis la maman d'un petit garçon de 6 ans. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, la question « Alors, c'est pour quand ?» Aujourd'hui, ça m'exaspère. Finalement, en posant cette question, on part du principe qu'il va y avoir forcément un enfant dans le décor tôt ou tard. Alors qu'il peut y avoir plein de raisons qui font qu'il n'y a pas d'enfant. Déjà, la première, on n'en veut pas. La deuxième, on n'arrive pas à concevoir, qui peut être beaucoup plus sensible pour certains, même pour beaucoup, je pense. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est une question exaspérante, c'est vraiment le mot, et qui ne devrait plus être posée. Tu as écrit un ouvrage qui s'intitule « Le regret maternel ». Dans lequel tu racontes ton expérience de la maternité suite à la naissance de ton fils. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement cette notion de regret maternel ? Alors, déjà, je fais un petit retour en arrière. C'est sûr que le regret maternel, moi, je connaissais pas ce terme en tant que tel avant de créer mon compte Instagram parce que s'il y avait eu que moi, j'aurais créé un compte qui s'appelle Le regret d'être mère. Mais c'est le titre d'un ouvrage d'une autrice israélienne qui s'appelle Orna Donat. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas reprendre exactement ce titre ni pour mon livre ni pour mon compte Instagram, d'où regret maternel qui revient un peu à la même chose. Mais en gros, regretter d'être mère, alors moi, je peux toujours faire la distinction entre regretter d'être mère et regretter d'avoir eu son enfant. On pourrait penser que c'est la même chose, mais à mes yeux, c'est pas du tout la même chose. Regretter d'être mère, pour moi, c'est regretter le rôle. D'ailleurs, sur mon livre, il y a marqué le regret maternel et en dessous, il y a écrit quand le rôle de mère est trop lourd à porter. C'est vraiment ça dont il s'agit. Et regretter d'être mère, le sujet, c'est moi, c'est la mère. Tandis que si on dit je regrette d'avoir eu un enfant, je regrette d'avoir eu un enfant ou mon enfant carrément, le sujet c'est l'enfant alors qu'on le sait, l'enfant n'a rien demandé.
Donc moi, je fais toujours cette distinction parce que oui, bien sûr, vu comme ça revient au même. J'aurais pas d'enfant, je regretterais pas. Mais lui n'a rien demandé. Donc, regretter d'être mère, c'est ça. C'est se poser la question, se dire, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Et que la réponse soit non. C'est vraiment ça, parce que il peut y avoir de l'ambivalence maternelle. Ça, je pense que toutes les mères passent par ça au moins une fois dans leur vie. À un moment donné, être épuisée par son enfant, attendre qu'il soit couché, puis une fois qu'il dort, regarder les photos sur le téléphone en disant ah tu te rappelles quand il avait tel âge et tout, c'est tellement mignon. Ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, donc c'est ça, c'est on va dire que c'est quelque chose qui est plus qui est moins long sur la durée. Ça va être très court. Ça peut revenir souvent évidemment, mais vraiment, si quelqu'un nous écoute et se pose la question, si c'était à refaire, le referais-tu? Si la réponse est oui, il n'y a pas vraiment de regret en tant que tel. On peut, oui, comme tu le disais dans ton introduction, regretter sa vie d'avant, être nostalgique de ce temps qu'on avait sans contrainte, sans, je veux dire sans agenda, oui et non, parce qu'on a aussi les obligations de la vie, le travail. Mais je veux dire, une fois qu'on a fini notre journée de travail, on peut vaquer à nos occupations, sortir au resto sur un coup de tête, chose qui est plus dure quand on a un enfant en bas âge, on va dire. Donc là, c'est ça. C'est vraiment se dire non, je le referai pas. Puis aujourd'hui, là, mon compte a bientôt 4 ans, mon compte Instagram. À l'époque, déjà, je disais non, je le referai pas. Mon fils a 6 ans aujourd'hui, non, je le referai pas. Toujours, hein, la réponse est la même. Évidemment que si demain il arrivait quelque chose à mon fils de grave, je serais inconsolable. Ma vie pour moi serait fichue parce que mon fils, il est là dans ma vie aujourd'hui. Je l'aime de tout mon cœur. C'est comme je l'aime limite plus que mon conjoint. C'est la prunelle de mes yeux, quoi. C'est mon fils. Mais voilà, si à l'époque, avant de concevoir notre enfant, j'avais su à quel point ça allait être difficile sur plein de sphères différentes, mon fils il n'existerait pas. J'aurais pas ça, je ne le connaîtrais pas, donc j'aurais pas cette projection de ah mais je vais manquer ça. J'en saurais rien. Ben là, j'aurais en effet décidé, j'aurais aimé ne pas avoir d'enfant. Le regret maternel, c'est retourner en fait avant la naissance de son enfant. Enfin, souhaiter en fait potentiellement retourner avant la naissance de son enfant. C'est-à-dire que tout ce qu'on a eu après, finalement, c'est pas forcément quelque chose qui nous convient. C'est ça, exactement. Et puis, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas tant le rapport avec mon enfant, mais plus le rapport avec le rôle de mère et ce que ça implique d'être mère dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Le manque de soutien, enfin, plein de choses peut-être que tu vas aborder un peu plus loin dans la discussion. Ce que tu expliques aussi en filigrane là, c'est que le regret maternel et l'amour qu'on porte à son enfant n'ont rien à voir. Non, bien sûr, parce que mon fils, c'est ça, je l'aime plus que n'importe qui sur cette terre et que je ne veux pas l'effacer de ma vie. Il est là, on ne peut pas retourner dans le temps de toute façon. Mais oui, non, je l'aime. Et justement, je pense que si je fais tout ce travail sur moi, si j'en parle, etc., bon, ça a été tout un cheminement, c'est parce que justement, je l'aime tellement que je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre relation, pour que ma vie de mère aussi se passe du mieux possible malgré ce regret. Je veux pas que ce regret m'écrase, je veux vivre avec à côté de moi et pas sur mes épaules qui me nuit en fait. Par exemple, pour celles qui se poseraient la question, celles qui nous écoutent, qui sont des jeunes mamans, même des mamans tout court, qui se demanderaient la différence entre un regret maternel et une dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est une maladie. Le regret, c'est un sentiment qui peut s'estomper avec le temps ou pas. Moi, pour l'instant, il est bien présent, puis j'ai du mal à croire qu'à un moment donné, j'ai comme une épiphanie, puis que ah ben non, je regrette plus. Peut-être, mais je suis assez réaliste sur le sujet. Donc la dépression postpartum, c'est ça, c'est une maladie qui se traite avec de la thérapie, avec des antidépresseurs. C'est une maladie avec un début et généralement une fin. Une fois que la médication est terminée ou que la thérapie est terminée, ou les deux combinés, c'est parce qu'on va mieux. Tandis que c'est ça, le regret, c'est vraiment un sentiment, c'est quelque chose en soi qu'on ne choisit pas, tout comme la dépression, on ne choisit pas de tomber en dépression. Et c'est quelque chose qui ne se soigne pas, alors qui peut s'apaiser, s'adoucir, là aussi avec la thérapie. Moi, ça fait 5 ans, aujourd'hui d'ailleurs, jour pour jour, 15 août, que je suis une thérapie solo, c'est-à-dire juste c'est ça, sans mon conjoint. Et je sais que tout ce travail que j'ai fait, à la base, j'avais consulté
pour la dépression postpartum, mais je n'ai jamais souhaité arrêter parce que je savais que même si ma dépression était soignée, que ça allait mieux au point de vue psychologique, j'avais quand même toujours ces difficultés par rapport au rôle, au poids que ça pouvait, parce que ça pouvait peser sur mes épaules. Et donc voilà, c'est vraiment l'un est médical, l'autre c'est quelque chose qui se ressent, mais qui ne se soigne pas avec des antidépresseurs, par exemple. Selon en tout cas ce qui peut arriver aux mamans, d'être vigilante aussi, de se poser la question de ce dont il s'agit vraiment. Ça m'arrive parfois de recevoir des messages de jeunes mamans, d'enfants de 2, 3, 4, 5 mois qui me disent oh, « je me retrouve dans tes propos, je regrette et tout ». Puis je ne suis pas en train de nier du tout le ressenti de ces mères, absolument pas. Mais à ce stade-là du début de la maternité, là, en pleine matrescence, donc ça, ce changement, ce passage de la femme à la mère, ça peut être une dépression, ça peut être quelque chose qui peut se soigner. C'est ça qu'il faut faire attention à ça. Il faut pas juste se dire, OK, c'est sûr, je regrette, puis il n'y a rien qui peut changer ça. Il faut vraiment pas hésiter à aller consulter, en parler. Peut-être qu'en effet, c'est un regret qui va perdurer, mais peut-être qu'en discutant, il y a autre chose qui va ressortir et qui va permettre de soigner ça et aider à ce que ça passe le plus vite possible. Ou pas, en fait. Mais il faut surtout pas négliger ça, surtout dans les premiers mois de vie de son enfant, même, je dirais, jusqu'à la première année. S'il y a vraiment une fatigue, un ras-le-bol, broyer du noir, se dire qu'on est fichu, etc., je pense qu'il faut, c'est ça, il faut vraiment creuser plus en profondeur et surtout pas baisser les bras parce que ça se peut que ce soit quelque chose qui est soignable. Justement, dans ton propos, tu expliques que la prise de parole, le fait d'oser parler de ces sujets-là, c'est essentiel aussi pour pouvoir avancer et éventuellement améliorer certaines situations. Mais cependant, effectivement, toi, parmi les commentaires que tu as reçus, que ce soit sur ton compte Instagram, j'imagine, ou quand tu as pris la parole dans des podcasts lors de la parution de ton ouvrage, il y a beaucoup de personnes qui t'ont invité à garder le silence sur ce sujet. Parce que leur justification, c'était qu'en fait, le terme regret semble trop brutal pour les enfants dont la mère pourrait être concernée, justement. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de remarques? Mon ressenti, je ne l'ai pas partagé tel quel à mon fils. Je ne lui parle pas de regret maternel ou quoi que ce soit. Je lui exprime pas avec ces mots-là. Par contre, je verbalise beaucoup, on communique énormément, donc je lui dis que le rôle de mère, c'est difficile. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que lui me dit que plus tard, il ne voudra pas d'enfant parce qu'il voit à quel point c'est compliqué. Donc ça me fait sourire. Évidemment, peut-être qu'il changera d'avis ou pas, mais c'est mignon. Puis je me dis, bon, peut-être qu'il est très lucide et qu'il comprend. Mais en fait, en gros, je me dis, les personnes qui disent ça cherchent encore une fois à culpabiliser les mères pour qu'elles se taisent. Parce que de dire, ah là là, c'est violent pour les enfants, ce terme regret, moi, quand je participe à des podcasts, je m'attends pas à ce que des enfants de l'âge de mon fils écoutent ce podcast. C'est pas mal plus pour les adultes, c'est pas mal plus pour les femmes, les possibles futures mères, etc., les personnes qui se posent des questions, et pour les gens en général, en fait, juste pour dire, ben voilà comment moi je me sens. Peut-être que d'autres personnes, d'autres générations ressentent la même chose et elles devaient encore plus garder le silence. Et aujourd'hui, ça peut leur enlever un poids. Je sais pas. Moi, ça a toujours été dans le but c'est ça, déjà d'ouvrir le dialogue, d'aider à ma hauteur. Donc les personnes qui reprochent ça, c'est encore une fois, c'est ça, des personnes peut-être très conservatrices qui veulent surtout pas qu'on sache que oulala, en fait, oui, le rôle de mère est compliqué. Peut être compliqué, n'est pas facile. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas facile. Et aussi peut-être que dans le lot, il y a des personnes qui se disent oulala, mais il y a un petit peu trop de femmes qui commencent à ouvrir leur bouche sur plein de sujets. Vite, faisons les taire parce que qu'elles restent à leur place. L'information, c'est clé aussi pour prendre des décisions, des bonnes décisions. C'est ça, des décisions peut-être plus éclairées, ou alors souvent c'est ce que je dis aux personnes qui me posent la question. Déjà, des gens qui me disent je suis pas sûre si je veux un enfant, je dis déjà si tu hésites, penche plus vers le non que vers le oui. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est ça, c'est te documenter,
Faire une thérapie, là encore, c'est toujours une question de financière, c'est ça qui est terrible. Je trouve que ça me rend dingue en fait de savoir qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas consulter faute de moyens. Ça ne devrait pas exister. Tout le monde devrait pouvoir consulter facilement. Mais c'est ça, je pense que la thérapie, ça peut aider à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses en fait. Si moi j'avais su à quel point ça allait être difficile, peut-être que la thérapie m'aurait aidé à prendre une meilleure décision. Et peut-être que la décision aurait quand même été d'avoir un enfant, mais j'aurais peut-être soigné des choses. J'en sais rien. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais savoir, mais oui, peut-être que j'aurais vécu ça différemment. Peut-être au contraire, je me serais dit, sois lucide, Astrid, ça ne mènera à rien de bon ou très peu. Et c'est ce que tu dis aussi dans ton livre. Tu dis que tu as des copines qui sont child-free, certaines en tout cas qui te disaient que elles voulaient conserver leur liberté. Tu disais, Tout ça à fait. je l'entendais, évidemment, je le comprenais même, mais tu comprenais Tout à pas fait. peut-être à quel point le fait d'avoir un enfant, en tout cas au niveau de cette liberté que tu t'octroyais, allait être Mais c'est ça, parce impactant. que je pense que tant qu'on ne vit pas les choses, c'est difficile de se projeter et de s'imaginer. Moi, j'avais plein de convictions, comme tout le monde, hein, je pense, avant d'être mère. Je partais aussi beaucoup du principe que tout est une question d'éducation, puisque c'est ce que mes parents me disaient. Hein, un enfant qui se roule par terre dans un supermarché parce qu'il veut un Kinder, c'est parce qu'il est mal élevé. Non, je te confirme que mon fils, alors ne fait plus ça, mais parfois il peut piquer les crises parce qu'il veut quelque chose. C'est pas parce qu'on l'éduque mal. Hein, je pense que c'est un enfant qui est relativement bien élevé, avec un cadre et une bienveillance évidemment, et que c'est pas une question d'éducation. On ne cédera pas quand il pète un plomb, mais c'est juste parce qu'il a le droit d'avoir envie. C'est juste que sa façon de l'exprimer n'est pas la bonne et qu'on lui apprend à s'exprimer autrement qu'en pétant des plombs. Mais que c'est pas une question d'éducation. Donc moi, je m'étais projetée en disant, mon enfant ne fera pas de crise parce qu'il sera bien éduqué, mon enfant sera comme ci, comme ça, parce que je pensais que c'était la clé, la solution. Donc c'est sûr que tu te dis, tu peux faire des voyages avec ton enfant, s'il est bien éduqué, il n'y aura pas de problème. Mais non, un enfant est un être humain à part entière avec ses qualités, ses défauts, comme n'importe qui sur Terre, en fait. Et ça, je ne m'en rendais pas compte parce que moi-même, n'ayant pas eu le sentiment d'avoir été considérée comme une personne à part entière, avec mes propres émotions, mes propres ressentis, mes propres sentiments, ma propre vision de la vie, je devais rentrer dans un moule et ne pas en sortir. Et c'était tu marches droit et c'est tout. Donc, c'est très dur, en fait, de s'imaginer qu'il y a d'autres voies possibles quand on n'a pas eu cette chance-là. En effet, j'entendais que oui, ça allait m'empêcher de faire certaines choses, mais je l'entendais pas avec des oreilles raisonnées, si je peux dire, raisonnables, là, en tout cas. Parce que je voulais me persuader, en fait. Et aussi, sûrement, parce qu'inconsciemment, je me disais, de toute façon, je n'ai pas d'autre voie possible que celle d'avoir un enfant. C'est comme ça. C'est la suite logique. J'aime les enfants, puis j'en veux un parce que la question se pose pas, en fait. Et c'est vrai que parfois j'ai envie de me secouer et de me dire, mais pourquoi tu te dis ça? Ouvre les yeux. Mais disons que, en tout cas, j'ai quand même l'impression, même si les choses elles évoluent actuellement dans la société, enfin elles évoluent lentement, mais elles évoluent. Il y a quand même cette sensation quand tu es une femme de 30 ans ou un peu plus ou un peu moins, que ta vie ne sera pas complète si et genre t'as un utérus, tu procrées, quoi. Ça sert à ça. Sauf qu'on n'attend pas la même chose des hommes. Hein. On leur dit pas, vous avez aussi le matos pour, vous devez. Personne dit ça aux hommes. Personne. Tandis que c'est vrai que les femmes, je me souviens de ma mère qui me disait, quand tu auras des enfants, blablabla. Et jamais, si un jour tu as des enfants. Donc tu sais, c'est incrusté dans ta tête dès le plus jeune âge. On peut dire que c'est un peu la triple peine, finalement. Parce que déjà, tu souffres de cette maternité. Tu culpabilises du fait d'en souffrir. Et puis derrière ça, tu as quand même des gens qui te disent qu'en plus, il ne faudrait pas que tu t'exprimes sur le sujet. Tu dis que la première injonction qui est liée à la maternité consiste à se taire. Et donc tu cites une phrase de Ilana Weisman dans son ouvrage « Ceci est notre postpartum » qui écrit « Nous sommes assignés à devenir mère et une fois ce rôle social rempli, nous avons droit à une émotion unique, le bonheur, à un comportement unique, la maternité sacrificielle. Rendez-vous compte de la perversité de ce schéma qui fait coïncider oubli de soi et épanouissement, maternité et souffrance. » Toi, est-ce que tu penses que justement cette omerta, elle ajoute aussi de la souffrance
aux femmes qui traversent, on va dire un peu le type d'épreuve, parce que c'est comme ça aussi que c'est présenté, mais en tout cas, ce type de questionnement que tu Ah bah traverses. oui, tout à fait, parce que tu as l'impression de ne pas être normal en fait. Tu t'es pas dans la norme, t'es pas, t'as enfin franchi cette porte qui t'amène dans ce qui est supposé être incroyable, merveilleux, une relation unique, un amour infini pour son enfant dès le jour où il naît, ce qui n'a absolument pas été le cas pour moi, parce que c'est un inconnu, même s'il a grandi dans mon ventre. T'apprends à le connaître avec le temps, t'apprends à décoder ses pleurs, donc c'est déjà là, Ouais. juste ça. Tu te dis, ok, il y a un truc qui cloche. Comment ça, j'ai pas un amour incroyable pour lui? Oui, je l'aime, mais c'est pas comme ça que je pensais que j'allais l'aimer, en fait. Donc, tu te dis, il y a un Ok. truc qui va pas. Donc oui, c'est sûr que quand tu vois qu'il y a rien qui fonctionne comme tu l'avais imaginé, parce qu'on t'a tellement vendu du rêve en te disant que la maternité, c'est que du bonheur, cette phrase aussi me sort par les yeux, que ben, forcément, tu culpabilises en te disant, mais il y a un truc qui cloche chez moi, ça ne va pas, je suis pas normale. Ça rajoute de la culpabilité et à ce sentiment de solitude, de se dire, je suis toute seule comme ça, je suis un ovni, qu'est-ce qui cloche chez moi? Tu as vraiment ce mélange de sentiments qui va dans tous les sens, de je dois m'en occuper, je l'aime, mon Dieu, ce qu'il est mignon, il est tout petit, et en même temps, mon Dieu, je veux de Ouais. l'air. C'est constant, ça, au début. Et ça va de moins en moins bien pour plein de raisons, en fait. Donc, c'est sûr que c'est un chamboulement. Ouais, c'est un tsunami, en fait. C'est vraiment le mot. C'est un tsunami que tu te prends dans la tronche. La mer était très calme, puis d'un seul coup, une grosse vague et t'en sors pas indemne. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ben, oui, effectivement. Et puis, c'est vrai que tu expliques aussi que d'un autre point de vue, ça t'a aussi permis de changer, d'apprendre sur toi et d'évoluer dans une certaine mesure aussi. Tout à fait. Et je pense que c'est ça qui est très paradoxal. C'est que autant à refaire, je ne serais pas mère, autant sans ça, j'aurais peut-être pas évolué sur plein de sujets de société. J'aurais peut-être pas, ça n'aurait sûrement pas révélé mon féminisme comme ça a pu le révéler. Il y a plein de choses à côté desquelles je serais passée dans ma réflexion personnelle sur la vie, les gens, ma famille. Donc c'est sûr que je me dis au moins il y a ça de bénéfique et ce regret, j'ai voulu en faire quelque chose. Alors évidemment, au départ, je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur quand j'ai créé mon compte Instagram. Même une fois, une personne, et ça, je le répète dans tous les podcasts dans lesquels je suis invitée, mais il y a une personne un jour qui m'a dit que je lui avais sauvé la vie avec mon livre. Je ne l'ai pas fait pour rien. Si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne, cette personne-là en particulier, ben, je regrette rien en fait. Mais au départ, sur Instagram, j'étais anonyme. Je m'appelais Ambre, je ne m'appelais pas Astrid. Et parce que je ne savais pas si j'allais me prendre des tomates dans la figure au début. Je préférais me préserver, étant fragile déjà à cette époque-là, il y a 4 ans. Et quand j'ai écrit le livre, la question s'est posée. Est-ce que je l'écris avec un nom d'emprunt et donc ça veut dire je ne fais pas promotion de livre, ou en tout cas on ne me voit pas. Ou est-ce que je l'écris avec mon vrai nom? Et j'ai un bout de chapitre dans le livre d'ailleurs qui est consacré à cette question que je me posais. Et le fait de l'écrire avec mon vrai nom, c'était aussi peut-être pour encourager, pour dire je ne me cache pas, j'en ai marre de me cacher, j'arrête de me cacher. Je me lève, j'assume. De toute façon, encore une fois, je n'ai pas choisi de ressentir ça. Je le crie haut et fort, si on veut. Par rapport à ta communauté, moi, il y a un truc qui m'a un peu frappée quand même. Tu as fait un sondage en 2020 face à ta communauté Insta, où tu leur as demandé, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moins de femmes qui regrettent d'être mères si la charge mentale était mieux répartie? Et ta communauté, tu as quand même répondu oui à 89%. C'est biaisé parce qu'évidemment, les personnes qui répondent sont des personnes qui sont vraiment dans cette sphère-là. Mais justement, en fait, moi, ce qui me semble fou, donc c'est peut-être qu'il y en a parmi elles qui regrettent effectivement d'être mère et qui suivent ton compte. Mais du coup, ce que ça dit quand même, c'est si j'avais eu moins de charge mentale, je regretterais moins. Oui, tout à fait. Tu crois que ça dit quoi par rapport à nos sociétés quand même? C'est sûr qu'à l'époque, je pense, les générations précédentes, bon, alors déjà, on ne pouvait pas parler de ça et la question ne se posait pas. Il y avait pas non plus de pilules, de moyens de contraception, etc. Donc, je pense que les mères avaient des enfants et vivaient ça sans se poser de questions. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles n'en souffraient pas, mais elles se taisaient clairement. Mais après, à côté de ça,
je pense qu'il y avait un peu plus un village, les mères de ses mères, donc les grands-mères, les tantes, en tout cas, il y avait sûrement un peu plus de soutien. Je vois récemment ma belle-mère est venue nous rendre visite, elle a eu 5 enfants et elle me dit, ben moi en fait j'avais ma mère, j'avais ma grand-mère, j'avais tout le monde autour de moi, donc j'avais ce relais-là pour souffler en fait. Et je pense que ça déjà en partant, quand on peut avoir un peu de temps pour souffler, c'est un gros plus. Mais ça montre aussi que on reste encore un petit peu conditionné à ces stéréotypes-là de l'homme va. Alors je grossis le trait, hein, mais l'homme va travailler, la mère reste à la maison, puis c'est elle qui se tape la charge mentale, puis de penser à tout, tandis que l'homme ramène l'argent. Grosso modo, c'est ça. Parce que on le voit, les pères, il y en a qui prennent le congé paternité d'1 mois qu'il y a en France, mais j'aimerais ça, moi, pouvoir faire un sondage et voir sur, je sais pas, 1000 nouveaux pères, combien ont pris 1 mois? Je me pose la question sincèrement, je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Combien acceptent de prendre du congé parental? Je pense qu'il y en a qui voudraient aussi, hein, sincèrement, qui voudraient en prendre plus, mais c'est vraiment une question financière. Et je pense que là, c'est vraiment au gouvernement d'aller remanier un peu tout ça pour faire en sorte que les parents soient le plus longtemps possible ensemble avec leur enfant pour que les débuts de vie de l'enfant soient vécus ensemble pour que les connaissances de l'enfant soient les mêmes autant pour... alors, je parle d'un couple hétérosexuel, hein, bien sûr, parce que c'est vraiment là qu'on voit les différences. J'ai moins de matière concernant les couples homosexuels, mais pour les couples hétéros, en tout cas, de se dire que le père et la mère vivent les débuts de vie de leur enfant ensemble et donc apprennent à connaître leur enfant ensemble et pensent aux choses ensemble. Je pense sincèrement que ça pourrait aider. Tu expliquais que la charge mentale, en fait, ça consiste aussi à planifier, à anticiper, à gérer, à penser à... Tout à fait. Même dans les couples hétéros qui n'ont pas d'enfants, c'est déjà la charge dévolue à la femme. Enfin, voilà, organiser les vacances, planifier les repas avec les amis, je pensais aux cadeaux et tout. Le jour où tu as un enfant, ça, c'est multiplié par 10 000, quoi. Mais c'est sûr que une fois qu'il y a un enfant dans le décor, tu peux pas juste faire la grève des courses, la grève des lessives, la grève... Alors, tu pourrais dire à ton conjoint, tu te débrouilles avec tes vêtements. Mais ça n'enlève pas le fait que quoi qu'il arrive, il faut que tu penses, il n'y a plus de body, il n'y a plus de couche. Tu peux pas juste croiser les bras et, enfin, je veux dire, faut oser faire ça. Et je pense pas que ce serait une bonne idée parce que, encore une fois, tu te dis, mon enfant, il a rien demandé. J'ai pas spécialement envie que lui en pâtisse, alors que le conjoint pourrait y penser. Mais je ne sais sincèrement pas pourquoi les hommes ne pensent pas à toutes ces choses. C'est quelque chose qui me dépasse encore aujourd'hui. Maintenant, mon mari, aujourd'hui, limite, va plus penser à certaines choses que moi, en fait. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui s'apprend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les hommes ont aussi une énorme part à prendre dans ce cheminement-là, que les hommes doivent s'emparer de ces sujets. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, et malheureusement, j'en parle dans mon livre, mais je ne sais pas de qui elle est, qui dit que... ça, en fait, les hommes veulent des enfants, mais ils ne veulent pas être pères. Ils veulent avoir des enfants pour le plaisir que c'est d'avoir un enfant, jouer avec, etc., s'amuser 15 minutes avec un jeu de société ou jouer au ballon dans le jardin. Mais être père, c'est prendre ses responsabilités, prendre sa part de charge mentale, de tâches, de responsabilité quant à l'enfant. Et c'est sûr que moi, il y a des moments où je me dis, j'aimerais ça être père, en fait. C'est tellement plus facile. T'as juste pas à penser, en fait. Ça a l'air d'être tellement cool. Et voilà, enfin, c'est... Et ça me fait penser, d'ailleurs, je dévie un petit peu, mais je pense au double standard. Un père qui se détache de ses fonctions parentales, qui quitte le foyer familial parce que ça ne le tente plus, parce que, pour plein de raisons, il ne s'entend plus avec sa femme, peu importe, et il va être beaucoup moins pointé du doigt qu'une mère qui décide de faire la même chose. Une mère qui part de la maison et qui laisse les enfants à la charge du conjoint et qui dit « je m'en vais, c'est terminé », elle, on va la conspuer, quoi. Ça va être une catastrophe. C'est comme anormal. Cette personne n'est pas normale. Pourquoi ce serait plus juste qu'un homme puisse le faire qu'une femme? Je veux dire, les deux. C'est pas parce que tu as porté l'enfant dans ton corps que tu ne peux pas ressentir ça, en fait. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Alors, donc, actuellement, tu vis au Canada. Tu me disais que ça faisait depuis 15 ans, il me semble. 16 ans, 2008, juillet 2008. Depuis 16 ans.
En fait, j'ai une question parce que figure-toi que j'ai interviewé il y a quelques mois en arrière pour ce podcast Bettina Zourli, Oui, qui a le compte Instagram Je ne veux pas d'enfant, tout à qui fait. vit en Belgique actuellement, si je ne me trompe pas. Et donc, toi, tu es au Canada. Et je me dis, c'est marrant parce que mon sujet de podcast, en fait, j'ai pas mal d'interlocutrices qui ne sont pas en France. Est-ce que tu perçois une différence de liberté de parole, de possibilité de s'exprimer sur ces sujets entre justement le Canada où tu vis actuellement et la France? Alors, c'est une très bonne question parce que je t'avoue que moi, quand j'ai créé mon compte Instagram, c'est pas mal des personnes en France qui me suivaient et c'est toujours le cas. D'ailleurs, il y a un peu de monde au Québec et ailleurs, mais ma communauté principale se trouve en France. Quand mon livre est sorti au Québec, 2 mois après la sortie en France, c'est vrai que j'ai trouvé alors, en France, j'ai été très bien accueillie dans toutes les interviews que j'ai pu faire, que ce soit à la Maison des Maternelles, que ce soit France Inter, etc. Il y a toujours eu beaucoup de bienveillance, mais je pense que la façon d'aborder le sujet me semblait plus cool, j'ai envie de dire, ici, au Québec, qu'en France. Ok. Moins, encore une fois, je vais utiliser le même mot, conservatrice. Tu sais. Ouais. Il y avait peut-être un peu moins de pincettes qui étaient prises pour parler des choses. Mhm. Et c'est vrai que le sujet, enfin, moi, ça m'a fait assez halluciner quand le livre est sorti ici. J'ai eu la chance de participer au Salon du livre de Montréal. Pour moi, c'était quelque chose de merveilleux. Ah oui, ça doit être. C'était vraiment très, très chouette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une interview papier dans un gros journal québécois. Et ça, quand l'article est sorti, il me semble que dans les 24 heures qu'on suivi, il y a genre 1000 personnes qui sont arrivées d'un coup sur mon compte Instagram. Et ça a engendré des demandes d'interviews radio, donc en direct, des interviews radio ou vidéo en différé, enfin je veux dire enregistrées puis diffusées plus tard. Euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont le sujet était abordé. J'avais l'impression que les personnes qui m'interviewaient avaient un peu un bras autour de mon épaule. C'était très soutenante, mais je pense qu'au Québec, il doit y avoir moins de personnes. Ben, là encore, je n'ai pas fait de statistiques ni rien, mais je serais très curieuse de voir si on faisait un sondage sur la population. Alors peut-être que les générations précédentes, oui, encore une fois, mais à notre époque, comme le Québec est en retard sur beaucoup de choses, mais je pense qu'au niveau sociétal, au contraire, on est peut-être pas mal plus en avance sur l'ouverture. Alors évidemment, là encore, hein, j'ai eu des gens qui m'ont pointé du doigt au Québec, bien sûr. Hein. Mhm. Comme j'aime dire, et excuse-moi de mon langage, mais il y a des coups partout. Donc voilà, mais au Québec, j'ai quand même l'impression que il y avait une tolérance un peu plus élevé dans la façon dont le sujet était abordé en interview. Mais après, bon, c'est peut-être juste un ressenti parce que j'étais chez moi et que j'avais peut-être moins de pression parce que j'étais dans mon environnement et je sais pas. Je sais pas. Mais j'avais moins de crainte en parlant ici qu'en parlant en France. La crainte. Je me sentais moins vulnérable, on va dire peut-être. D'accord. Et c'est peut-être une des Alors raisons pour oui, lesquelles tu as beaucoup de gens qui te suivent depuis la France parce que c'est peut-être des choses oui, justement qu'ils ne peuvent pas exprimer, enfin qu'ils sentent c'est ça, peut-être plus tabou. qui est plus. Exact. Ouais, j'ai l'impression quand même que c'est même, enfin moi, en parlant des sujets qu'on aborde aujourd'hui, en parlant autour de moi, des gens qui sont pour moi quand même très ouverts, enfin vraiment, eh ben j'ai senti que déjà ça posait un peu des questions. Enfin, tu vois, est-ce que tu as en tête l'exemple d'une femme que tu connais ou d'une femme célèbre ou d'un personnage de fiction qui vit ou a vécu le regret maternel? Alors, une personne connue dont on a pu parler et dont j'ai parlé dans mon livre, c'est Anémone, l'actrice, qui parlait. Bon, elle était plus frontale. Hein, elle, c'est vraiment limite, elle parlait. Elle était beaucoup plus dans le. Je pense qu'à un moment donné, dans une interview, elle disait qu'ils lui ont gâché sa vie, ses enfants. Enfin, c'est très. Voilà, elle était sans langue de bois quand elle parlait de ça. Après, je pense que ses enfants ont bien compris que c'était pas, enfin, l'amour qu'elle leur portait n'avait rien à voir, mais c'est vrai qu'entendre ça peut choquer, je peux comprendre. Moi, ça ne m'a pas choqué parce que je comprends, je n'irai pas
dire que mon fils m'a pourri ma vie, mais par contre, oui, que ça m'a freiné dans plein de choses et que ça a pu me déstabiliser, c'est un fait, mais c'est pas de sa faute. Encore une fois, il est pour rien. Et personnage fictif, je pense à un film dont j'ai oublié le titre, mon Dieu, qui est sorti en décembre 2022 ou 21, avec Olivia Colman, que j'aime beaucoup, une actrice britannique, The Lost Daughter en anglais, en bon anglais. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ça. Elle part en vacances toute seule et elle observe une femme avec sa fille sur la plage et elle voit à quel point cette relation fusionnelle lui rappelle en fait ses propres souvenirs de maternité en fait et elle, il y a un passage où justement elle parle il me semble qu'elle parle de regret ou en tout cas elle part à un moment donné, elle laisse ses enfants à son conjoint et elle part et tu sais pas si elle va revenir et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la trame de ce film et je pense à ma connaissance c'est le seul vraiment le seul dont j'ai entendu parler qui parle de ça de façon aussi difficile. Et ouais, je ne pense pas, en tout cas, s'il y en a d'autres, je ne sais pas si tu publieras ça sur Instagram ou pas, le lien vers ce podcast, mais s'il y a du monde qui écoute ça et qui pense à d'autres films et qui veulent le mettre en commentaire ou quoi, pourquoi pas, parce que je suis toujours très intéressée par ça. Ouais. Mon témoignage à la fois à travers ce livre, mais à travers ce que tu dis, 4 ans plus tard aussi, ça nous montre que, aussi difficile que soient certains moments, et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on regrette dans la vie, ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas d'évoluer, ça n'empêche pas d'apprendre sur soi et sur les autres. Et franchement, je trouve que c'est aussi finalement une leçon assez positive. J'aime pas trop le mot positif parce que j'aime pas la pensée positive. Je comprends ce que tu veux dire, oui. Mais voilà, quelque chose en tout cas qui nous dit que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qu'il faut pas paniquer. Non, tout à fait. Après, je pense aussi que ce qui est crucial, c'est d'avoir le soutien autour de soi. Ouais. Si c'est le conjoint, c'est merveilleux parce que c'est ça que ça prend, en fait. C'est ça qu'il faut. Mais si c'est des amis, des personnes de confiance à qui on peut en parler, parler de ses difficultés sans tabou, je pense que ça aussi, délier la parole, que ce soit en tout petit comité ou à plus grande échelle, c'est le début, en fait, de beaucoup de choses. Mais c'est sûr que si on se sent seul parce que le conjoint ne veut rien savoir... Bon, moi, ma première réaction, ce serait partez en courant, abandonner tout ça et rester quitte à avoir une garde partagée. Mais évidemment, on sait que dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Encore une question financière. Oui, c'est tout un autre sujet. Voilà, les finances dans le couple quand on est mère au foyer ou en tout cas qu'on est mère tout court et qu'on n'évolue pas aussi vite que le conjoint au niveau professionnel, ça vient un peu... Là aussi, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de séparation s'il n'y avait pas ce souci financier de s'occuper finalement seul de ses enfants, de son ou ses enfants. Enfin, de toute façon, les violences économiques, on appelle ça d'ailleurs les violences économiques, mais c'est un vrai sujet aussi hyper important, qui sont en train d'être soulevés justement par pas mal de féministes, par des penseuses. Mais voilà, on est très très loin du compte. Exactement. Mais j'espère que ça va continuer à bouger, que ça va bouger parce que comme tu dis, on est plus qu'au balbutiement, mais ça va pas assez vite, quoi. Il y a vraiment un besoin de restructurer tout ça pour que ce soit moins violent et surtout, je pense vraiment aux mamans solo qui le sont plus par dépit que par choix parce que souvent le choix c'est parce que c'est ça ou c'est la fin du monde, quoi. Donc, c'est un non-choix, finalement. C'est un choix qui n'en est pas vraiment un. Et c'est sûr que la France a du retard aussi là-dessus pour changer tout ça et faire en sorte d'accompagner beaucoup mieux financièrement les mères solo. Parce qu'il existe aussi des pères solo, mais encore une fois, c'est très souvent les mères qui sont précaires et qui se retrouvent dans des situations désastreuses pour certaines, pour beaucoup. Et il faut surtout pas oublier ça. Ouais, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup Astrid d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi Octavia pour tout cet échange très très intéressant et très agréable. Je te remercie et puis on se donne rendez-vous avec les auditeurs très bientôt. Salut! Le sujet vous intéresse? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors, c'est la lettre C,
pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt!